C'est avec grand plaisir que je me retrouve entre vous et que je me permets de vous donner le point de vue du néonate quant à la prééclampsie. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que lors des 3 dernières décennies, l'OMS déclare que plus qu'un demi-million des femmes meurent chaque année de par les complications de la grossesse, qu'à peu près 4 millions des nouveau-nés meurent dans les 28 premiers jours de vie de par les complications de la grossesse et que 1 million des femmes vivent avec des séquelles et des infirmités motrices de par les complications de la grossesse. Le fossé entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement est large. Quant à la mortalité maternelle, de par les données de 2005, il y a un risque de mortalité plus élevé de 300 fois dans les pays développés par rapport aux pays industrialisés et de mort néonatale 14 fois plus élevé dans les 28 premiers jours de vie, spécialement en Afrique et en Asie du Sud. En Tunisie, ça reste un problème très fréquent et ça reste la première cause de mortalité et de morbidité néonatale. C'est une pathologie fréquente grevée de complications graves. Elle est souvent sous-diagnostiquée, d'où la lourde morbidité et mortalité néonatale. Et c'est dans cette perspective que le présent travail se propose d'évaluer le retentissement fœtal et néonatal immédiat de la prééclampsie, d'analyser son influence sur l'issue du nouveau-né, de contribuer de façon relative à la connaissance de la santé des femmes et de confronter nos résultats à ceux de la littérature. Pour ceci, nous sommes proposés d'effectuer une étude prospective, descriptive, analytique transversale sur une période de 6 mois au service de médecine et de réanimation néonatale de la RAPTA du 1er mars 2017 au 31 août 2017. On a inclus pour ceci tous les nouveau-nés de mères présentant une prééclampsie au cours de la grossesse et ayant été suivis ou accouchés au service de gynécologie A et C du centre de maternité, celui-ci comptant 3 services de gynécologie, et on a exclu les morts fœtales in utero et les outborn. Donc je vous présente nos résultats. Donc sur 7300 naissances vivantes sur 6 mois, tous les nouveau-nés ont été admis dans la pouponnière, 1700 admissions en milieu de réanimation néonatale, on a collégé 96 cas. L'incidence de la prééclampsie par rapport aux autres troubles tensionnels était de 56,5% des cas. Donc, à titre égal, les services A et C ont admis 45 femmes et 51 femmes. L'âge maternel moyen était de 34 ans, avec des extrêmes entre 20 et 43 ans. Les femmes âgées entre 25 et 30 ans constituaient la tranche d'âge la plus fréquente, avec une gesticité moyenne de 2, une parité de 1,7. 44 femmes étaient primipares et 64% des femmes n'avaient pas d'enfants vivants. La consanguinité a été rapportée dans 28 cas. 50% des femmes avaient des antécédents d'HTA dans la famille et 4 femmes avaient des antécédents de prééclampsie dans la famille. Elles étaient dans la grande majorité des cas mariées. Donc, 15 femmes avaient des antécédents personnels à type essentiellement d'asthme. Les conditions économiques étaient jugées médiocres ou moyennes dans 70% des cas. La consommation d'alcool ou tabac dans 8% des cas. Des antécédents de fausses couches d'ITG et d'IVG dans 30% des cas. Le nombre de fausses couches était d'une moyenne de 24. Donc, pour ce qui est des antécédents d'hospitalisation en réanimation, donc aucune femme n'a été hospitalisée auparavant en réanimation. Des antécédents de prématurité dus à la prééclampsie dans presque 20% des cas et des antécédents de décès du nouveau-né avant J7 de vie dans presque 4% des cas. Donc, pour ce qui est des antécédents obstétricaux, ils étaient essentiellement à type d'antécédents de faible poids de naissance, d'HTA gravidique, de prééclampsie et de mort fœtale in utero. Donc, la grossesse actuelle et celle est suivie était spontanée dans presque la majorité des cas, avec un nombre de consultations prénatales en moyenne de 4, avec des extrémités entre 1 et 9. Le suivi était jugé conforme dans presque 30% des cas. Il était fait à titre égal dans le secteur privé principalement et à titre égal dans les CHU et les maternités régionales. Le médecin traitant était essentiellement un gynécologue et les échographies étaient faites essentiellement par un gynéco. L'HTA gravidique était diagnostiqué dans presque 30% des cas et un oligoamniose a été rapporté dans 15% des cas.
Donc, les échos étaient en fait, dans 80% des cas, étaient normales dans 72 cas. Les échos T2 faits dans 83% des cas étaient normales dans 75 cas. Et les échos 3 faits dans 52% des cas étaient pathologiques dans 12 cas. Lorsqu'elles étaient pathologiques, elles montraient un retard de croissance intra-utérin et ou un oligoamnios. Les échos Doppler ont été faits dans 27 cas. Le Doppler ombilical était pathologique dans 20 cas et avait un notch dans 8 cas. 13 femmes ont été hospitalisées au cours de la grossesse, essentiellement pour des chiffres tensionnels élevés. Donc, 34% des femmes ont reçu des médicaments essentiellement à type de traitement antihypertenseur et d'aspégique. L'âge de découverte de l'HTA gravidique était de 33 semaines d'aménorrhée et les femmes étaient admises à un terme moyen de 34 semaines d'aménorrhée avec des extrêmes entre 27 et 39. Donc, l'âge de découverte était essentiellement fait entre 32 et 37 semaines et le terme d'admission était essentiellement entre 32 et 37 semaines. Les motifs d'admission étaient essentiellement des chiffres tensionnels élevés, suivis par un retard de croissance intra-utérin ou une prééclampsie. Donc la tension artérielle systolique moyenne à l'admission était de 15,7 avec le nombre le plus élevé de tension artérielle systolique entre 13 et 16, une tension artérielle diastolique de 9,6 et une protéinurie moyenne de 2 croix. En ce qui concerne la durée de surveillance moyenne, elle était de 72 heures avec des extrêmes entre 2 heures et 1 mois. La tension artérielle systolique au cours de la surveillance était en moyenne de 16,2 avec des extrémités entre 13 et 21. Une tension artérielle diastolique moyenne de 10,11 entre des extrêmes entre 7 et 12,5. Une protéinurie de 24 heures faite dans 26 cas était de 1,3. Les échographies à l'admission faites dans 86 cas montraient un retard de croissance intra-utérin sévère. Donc la prééclampsie a été jugée sévère dans 76 cas, soit la grande majorité des cas. Elle était modérée dans 9 cas et légère dans 16 cas. Donc les 35 femmes ont présenté des complications de la prééclampsie, essentiellement le HELLP syndrome. Dans 2 cas, c'était une CEVD qui a nécessité une hospitalisation en milieu de réanimation. Et l'HRP, dans 6 cas, 3 cas d'insuffisance rénale aiguë ont été rapportés. Donc, le traitement au cours de l'hospitalisation était essentiellement un traitement antihypertenseur sous forme de bithérapie. Donc, pour ce qui est des caractéristiques de l'accouchement, il était spontané dans 14% des cas. Il s'est compliqué de souffrance fœtale aiguë dans 15% des cas. Et la césarienne s'est faite dans 91% des cas. Elle était faite en urgence dans 97% des cas. Les indications de la césarienne étaient essentiellement la prééclampsie, le retard de croissance intra-utérin, la prééclampsie associée à un utérus cicatriciel en travail, la diastole quand même dans un cas. 52 nouveau-nés ont nécessité une réanimation en salle de naissance à type d'intubation dans 2% des cas. Donc, ils étaient d'âge gestationnel moyen de 34 semaines d'aménorrhée avec des extrêmes entre 27 et 39 semaines d'aménorrhée avec un poids de naissance moyen de 2,1 kg. Ils avaient présenté un retard de croissance intra-utérin dans 40% des cas. Pour ce qui est de la répartition par rapport à la gestationnelle, il s'agissait dans 80% des cas de prématurés avec une prédominance d'une grande prématurée entre 32 et 37 semaines d'aménorrhée. Donc la prématurité était bien évidemment induite, essentiellement due à la prééclampsie, à une souffrance fœtale aiguë et à un retard de croissance intra-utérin. La moyenne de poids était essentiellement entre 1 kg et 2 kg et le retard de croissance intra-utérin était jugé sévère dans 40% des cas. Donc pour ce qui est de l'asphyxie périnatale, a été rapporté dans 16% des cas avec 8 bébés qui ont présenté un état de mort apparente et 5 décès en salle de naissance. 47 nouveau-nés ont été admis en milieu de réanimation néonatale, ce qui représente quand même 50% des cas. Donc l'APGAR était plus bas lorsqu'il s'agissait d'une césarienne. Pour ce qui est des états de mort apparente et de décès en salle de naissance, ça s'est fait quand même à un âge gestationnel de 34 semaines d'aménorrhée. Dans tous les cas, c'était une prééclampsie sévère et dans 7 cas, ils avaient présenté un retard de croissance intra-utérin sévère. Donc le motif d'admission en milieu de réanimation néonatale était essentiellement une détresse respiratoire néonatale associé ou non à une asphyxie périnatale suivie du retard de croissance intra-utérin. L'abstention thérapeutique s'est décidée dans 2 cas.
Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, la prématurité, le retard de croissance, le faible poids de naissance, l'asphyxie périnatale et la souffrance fœtale aiguë sont tous des facteurs de risque en milieu de réanimation néonatale de désordre métabolique. On a vu 30% des nouveau-nés présentant une hypoglycémie, 25% une hypocalcémie, 30% un ictère. Ils sont aussi à l'origine d'atteintes hématologiques à type de thrombopénie, dont 24% ayant nécessité une transfusion de plaquettes, dans 7 cas, une anémie sévère dans 10 cas. Ils sont aussi à l'origine d'une atteinte neurosensorielle. On a vu des nouveau-nés présentant un état de mal convulsif dans 3 cas, une leucomalacie périventriculaire dans un cas et une ROP bilatérale stade 2 dans un cas. Ils sont aussi à l'origine d'une entérocolite ulcéronecrosante, d'une détresse respiratoire néonatale, et ces nouveau-nés sont sujets, de par l'atteinte hématologique, le retard de croissance et le faible poids de naissance, à une augmentation du risque infectieux. Ainsi, l'entérocolite a compliqué 10% des cas, une infection associée aux soins dans 9 cas, et une détresse respiratoire dans 24 cas, qui était essentiellement liée à une maladie des membranes hyalines et ont nécessité une ventilation contrôlée dans 3 cas et par CPAP dans 12, suivi de la DRT dans 10 cas, et ont nécessité la mise sous houde. Tous les nouveau-nés on a mis une voie veineuse périphérique chez 100% des nouveau-nés et un cathé central dans 16% des cas. Donc, l'infection associée aux soins a compliqué 8 cas. La durée du séjour des nouveau-nés était en moyenne de 15, avec des extrêmes entre 1 et 44 jours. Et le décès a compliqué quand même 23% des cas et des admissions en milieu de réanimation néonatale, avec un âge de décès moyen de 9 jours et des extrêmes de 1 à 44 jours. Donc le décès était imputé à une entérocolite fulminante dans 5 cas, la MMH avec l'HTAP dans 2 cas, l'encéphalopathie anoxo-ischémique dans 1 cas et le sepsis sévère associé à une CVD dans 3 cas. Donc, on a essayé par une analyse multivariée de dégager les facteurs de risque significatifs de morbidité et de mortalité néonatale. Donc, les antécédents pathologiques gravidiques maternels, le suivi non conforme de la grossesse, le retard de croissance diagnostiqué à l'écho, la prééclampsie sévère et la prééclampsie compliquée, le poids de naissance inférieur à 1500 grammes, la naissance dans un contexte de souffrance fœtale aiguë et la césarienne en urgence après 34 semaines étaient des facteurs de risque de morbidité et de mortalité néonatale, ainsi que le séjour hospitalier supérieur à 3 jours en milieu de réanimation néonatale. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La prééclampsie est une source de morbidité et de mortalité néonatale très importante, et ça commence dès la vie intra-utérine, où les lésions et les troubles tensionnels sont à l'origine d'une insuffisance vasculaire utéroplacentaire, à l'origine d'une restriction des passages des nutriments et de l'oxygène, ce qui est source de retard de croissance intra-utérin, d'hypoxie chronique. Tout ce corollaire est à l'origine de morts fétales in utero et des morts nées en salle de naissance, de souffrance fétale, d'accouchement en urgence essentiellement par césarienne, de prématurité induite pour sauvetage maternel et ou fœtal, de troubles de très faible poids de naissance, de faible poids de naissance, de détresse respiratoire néonatale et d'admission en milieu de réanimation néonatale quand c'est possible. Comme vous le savez, nous disposons de très peu de services de réanimation néonatale sous nos cieux. Une fois admis en néonat, il est sujet à des désordres métaboliques, hématologiques, neurosensoriels, une détresse respiratoire. Au long cours, c'est un bébé qui développera certainement une dysplasie bronchopulmonaire. C'est un bébé à qui on met souvent des cathéters centraux, donc qui sont sujets à des infections associées aux soins, qui mobilise un personnel soignant médical et paramédical énorme. C'est une prise en charge coûteuse, onéreuse. Aussi, on n'omettra pas de parler du vécu très dur et de l'impact psychologique sur la mère. Donc, plusieurs études ont essayé de suivre l'évolution de ces bébés. Donc, il a été prouvé que cette prééclampsie était associée à un risque plus élevé de tératome et de séminome chez ces nouveau-nés. Donc, d'autres études sont en cours dans ce sens, et que le développement neurologique a été affecté chez nouveau-nés
qui avaient des mères prééclamptiques, on avait retrouvé un taux plus élevé d'autisme, de troubles du développement, du trouble comportemental. Et cette étude publiée dans les archives de gynécologie a trouvé une dysrégulation de la carte génomique placentaire qui pourrait expliquer ces troubles neurologiques. D'autres études sont en cours pour affirmer ces résultats. Donc notre étude comprend certes des limites et des contraintes, vu l'exclusion des morts fétales in utero, l'exclusion des outborn, l'échantillon faible et l'absence de recul et de suivi de ces nouveau-nés. Ceci dit, on a pu quand même, par son caractère prospectif d'être exhaustif dans la collecte des données, de dresser un profil épidémiologique puisque le centre de maternité draine la moitié des naissances en Tunisie, de mettre l'accent sur la prise en charge lourde et onéreuse de ces nouveau-nés, d'insister sur la prévention, le dépistage, la prise en charge adéquate, la préclampsie, pourquoi pas les biomarqueurs et la piste génétique. Je vous remercie pour votre attention.